votre confiance m'honore, m'oblige et m'engage. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. Emmanuel Macron a réussi son pari dimanche, qui était d'arriver en tête au premier tour. Non seulement il devance Marine Le Pen de 5 points, mais en plus il améliore son propre score de 4 points par rapport à 2017. L'enjeu pour lui est évidemment de l'emporter le plus largement possible au second tour. Il n'a pas à proprement parler de réserve de voix, puisque les 4 candidats qui ont appelé à voter pour lui au second tour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, totalisent à eux 4 peu de suffrages. Il lui faut donc attirer des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'a rien d'évident, et aller chercher les abstentionnistes, notamment parmi les électeurs de gauche. Pour cela, il va mettre en avant le danger que constituerait pour le pays l'application du programme de Marine Le Pen. Et il tentera de proposer de nouvelles mesures de nature à séduire l'électorat de gauche. En clair, ce sera projet contre projet. Marine Le Pen a gagné son pari. Elle est au second tour de l'élection présidentielle, elle fait plus de 23% des voix, autour de 23% des suffrages. C'est plus qu'en 2017 et surtout un score assez étonnant et surprenant et assez impressionnant pour la candidate du RN quand on sait qu'elle avait une concurrence directe avec Éric Zemmour qui lui a fait seulement 7% des voix. Sa stratégie de parler social et du pouvoir d'achat, d'ultra proximité, loin des méga meetings d'Éric Zemmour, de toutes les paillettes de ce qu'on appelle la droite nationale et de viser le second tour avant le premier, c'est une stratégie qui a été validée, ultra validée par les électeurs. Elle fait 3 fois le score d'Éric Zemmour et elle est finalement pas très loin du score du président sortant. C'était un pari qui était très risqué pour la candidate du RN, puisque plusieurs fois pendant la campagne et l'après-campagne, Éric Zemmour était à 2 doigts de faire ce qu'on appelle le croisement des courbes. Elle a aussi survécu à la poussée de Jean-Luc Mélenchon. La poussée de Jean-Luc Mélenchon pour Marine Le Pen est une très bonne chose, estime-t-elle, et surtout son entourage. Ils estiment qu'ils ont une réserve de voix très importante à gauche, sur cette gauche-là, et que du coup, l'enjeu, ça va être de faire en sorte que Emmanuel Macron soit plus détesté par cet électorat-là que ne l'est Marine Le Pen. C'est donc le dernier acte de la banalisation, dédiabolisation, qui est en train de se jouer pour Marine Le Pen. Pour sa 3e tentative à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon échoue une nouvelle fois aux portes du second tour. Il lui aura manqué cette fois environ 500 000 voix pour déloger Marine Le Pen. C'est donc la déception qui domine chez la France insoumise au lendemain du premier tour, mais ce sentiment, il est tout relatif. D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens n'ont pas grand-chose à regretter après cette campagne. Le candidat aura écrasé totalement la concurrence à gauche en raflant toutes les voix qu'il pouvait. Il termine ainsi largement en tête dans les Outre-mer, mais aussi dans la plupart des grandes villes du pays, avec des scores parfois très impressionnants. C'est donc une vraie prime accordée à une campagne menée à l'expérience de manière sérieuse et professionnelle et au cours de laquelle Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dévié du cap fixé. Et alors que le reste de la gauche s'enfonçait dans d'interminables discussions sur une union improbable, le candidat est parvenu à s'imposer une nouvelle fois comme le seul recours à gauche grâce à une ligne claire et un appel au vote tactique qui a fonctionné à plein. Voilà une vraie leçon à méditer pour ses concurrents de gauche qui n'ont désormais que peu d'arguments à opposer au rôle central qu'entend jouer la France insoumise dans cette partie de l'échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon, lui, a laissé ses électeurs libres de décider pour le second tour, même s'il a appelé de manière très claire à ne donner aucune voix à Marine Le Pen. C'est donc maintenant vers les élections législatives que vont se concentrer tous les efforts de la France insoumise, qui a désormais la responsabilité de rassembler pour tenter de gagner plus de députés et d'animer un futur pôle de gauche à l'Assemblée nationale. Il va donc falloir rapidement trouver les moyens de faire prospérer cette manne électorale avec ou sans Jean-Luc Mélenchon, c'est la grande question aujourd'hui sans réponse. Orphelins de leur tribun, les insoumis arriveront-ils à survivre à leur leader? C'est tout l'enjeu des semaines à venir. Pour Éric Zemmour, c'est une défaite, c'est un échec, c'est une déroute. Le candidat Reconquête finit aux alentours de 7% des suffrages, très loin de son objectif d'être
au second tour, de passer la barre des 10%. Une grande question, pourquoi ça n'a pas marché? Éric Zemmour a été un candidat monothématique. Il n'a parlé que de grands remplacements, d'immigration, d'insécurité, de la fin de la France, de la fin de la civilisation française. Ça n'a pas convaincu les électeurs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Éric Zemmour a pâti d'une brutalité affichée sur des sujets assez forts, notamment sur les réfugiés ukrainiens, sur les enfants handicapés et l'inclusion des enfants handicapés à l'école. Éric Zemmour a aussi pâti d'une forme d'analyse politicienne de la vie politique française. Il ne s'est jamais vraiment départi de son rôle de journaliste quand il disait qu'il fallait faire l'union des droites. Seule chose quand même qu'on peut porter au crédit d'Éric Zemmour et de son parti, c'est qu'il a réussi à créer une nouvelle force politique en quelques mois seulement. Il faut rappeler l'existence de Reconquête qui n'a que 4 mois. C'est à peu près 120 000 adhérents. Il y a quand même des fortes personnalités politiques qui l'ont rejoint. Toute la question pour Éric Zemmour, c'est quelle vie après? Est-ce qu'il va être candidat aux élections législatives? Est-ce que son mouvement va pouvoir avoir des députés à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faut se rapprocher de Marine Le Pen? Est-ce que Marine Le Pen veut que Éric Zemmour se rapproche d'elle? Selon mes informations, pas du tout. Du coup, une grande incertitude et un grand moment de turbulence va arriver pour la nouvelle famille politique d'Éric Zemmour et son parti Reconquête. On aura la réponse dans les prochaines semaines. Pour les Républicains, l'heure est grave, extrêmement grave. Avec moins de 5% des voix, Valérie Pécresse obtient un score dérisoire. C'est 4 fois moins que François Fillon en 2017. C'est un véritable effondrement qu'a connu la candidate LR, une partie de ses électeurs ayant préféré voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour. Aujourd'hui, c'est une question de survie qui se pose pour les Républicains. Quel peut être encore leur espace entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre côté Marine Le Pen? La question se posait déjà en 2017, elle se pose encore plus fortement en 2022, d'autant plus qu'un nouvel acteur est arrivé, Éric Zemmour, qui est lui parvenu à faire un score certes très faible, mais malgré tout un peu meilleur que Valérie Pécresse. Au-delà de la consigne de vote qui sera donnée par les Républicains à l'occasion de ce match retour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est la question des législatives aujourd'hui qui se pose pour les Républicains. Combien restera-t-il de députés LR en juin? Ils sont aujourd'hui 104. Quand on regarde circonscription par circonscription, les perspectives sont extrêmement sombres. Certes, c'est une élection différente, mais malgré tout, la suite devrait être extrêmement compliquée pour les Républicains. Les écologistes ont décidément du mal avec l'élection présidentielle. Et pourtant, en choisissant Yannick Jadot comme candidat, ils avaient l'ambition de prouver dans cette campagne qu'ils avaient franchi un cap en matière de crédibilité, mais aussi de préparation. Le coup est donc rude pour Yannick Jadot qui a échoué à faire mieux que les 5,25% de Noël Mamère en 2002, un objectif qui semblait pourtant atteignable, mais qui s'est effondré dans les tout derniers jours, en raison notamment d'un report de voix massif en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Les Verts peuvent donc nourrir de profonds regrets. C'est vrai qu'ils ont été la cible de nombreux assauts, d'Anne Hidalgo, de la primaire populaire, puis de l'éphémère candidate Christiane Taubira. Que de mois perdus dans cet entre-soi mortifère, d'autant plus que Yannick Jadot n'est jamais parvenu à imposer l'écologie comme un des principaux thèmes de cette campagne, et même ses prises de position très tranchées sur la guerre en Ukraine n'ont pas porté leurs fruits. Il va donc falloir très vite démêler les raisons de cet échec, mais dans l'immédiat, l'inquiétude, c'est la situation financière du parti qui ne sera pas remboursé de ses dépenses de campagne. Il va donc falloir très vite trouver 2 millions d'euros pour renflouer les caisses. Sur le plan politique, eh bien, tout est à refaire pour les écologistes depuis leur 3e place et leurs 13% récoltés aux européennes de 2019. Ils peuvent nourrir légitimement des inquiétudes sur leur capacité à retrouver un groupe à l'Assemblée nationale. Comment se dérouleront les discussions avec les autres forces politiques de gauche et notamment avec la France Insoumise, avec qui les relations se sont encore plus dégradées au cours de cette campagne présidentielle. L'issue de ce 3e tour, comme l'appellent les écologistes, sera donc déterminante pour l'avenir de l'écologie politique, mais aussi pour celui de Yannick Jadot, qui pourrait bien rebondir comme candidat aux élections législatives. Pour Anne Hidalgo, la claque est historique, l'après est vertigineux. La candidate du PS est arrivée dimanche soir en 10e position avec seulement 1,7% des voix.
Alors pour Anne Hidalgo, d'abord, c'est vertigineux. La candidate essuie cette défaite après 10 mois d'une campagne laborieuse, douloureuse. Elle avait pourtant coché toutes les cases les plus conventionnelles du candidat en campagne, à savoir l'écriture d'un livre, les déplacements partout en France, la tenue de meeting, mais rien, jamais rien n'a imprimé. Au contraire, elle a entamé une descente inexorable dans les sondages jusqu'à atteindre ce plancher de 2% auquel ses soutiens peinaient à croire tant il leur paraissait bas, et les résultats ont encore été plus cruels. Pour le PS, ensuite, c'est historique. C'est le plus bas score jamais enregistré. On se souvient en 2017 des 6,36% de Benoît Hamon. Il pensait avoir touché le fond. Et aujourd'hui, il faut additionner les scores de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo pour parvenir à un tel score. Alors aujourd'hui, c'est naturellement la question de la survie du PS qui est posée. Est-ce qu'il peut encore exister après une telle débâcle? On aura un premier élément de réponse dans les semaines à venir avec les élections législatives du mois de juin. Les socialistes ont espoir de sceller un accord avec les communistes et les écologistes, mais avec leur 1,7%, ils vont entamer ces négociations en position de faiblesse.